J'invite Pascal Rambaud, gérant de la société Swingcar, et Jean-Luc Musso, le président d'Adventa, à nous rejoindre. Voilà. Vous pouvez peut-être exactement prendre un micro et nous rejoindre. Alors, un petit mot d'introduction sur la mobilité douce. Bon, faut savoir qu'on a beaucoup parlé de CO2. Faut savoir que l'ennemi numéro 1 pour la mobilité au niveau émissions de CO2, c'est le poids. Et c'est factuel. Un véhicule électrique, voilà, même un véhicule électrique, en fonction de sa masse, va émettre plus de CO2. D'où l'engouement ces dernières années pour la mobilité douce, et notamment le déploiement des trottinettes, vélos et vélos électriques. Et juste un chiffre pour avoir en tête. Si on compare un vélo électrique et une voiture électrique, à votre avis, quel est le facteur d'émission de CO2 entre ces deux véhicules? Est-ce que c'est 5 fois plus, 10 fois plus, 50 fois plus? Est-ce que le véhicule électrique, 50 fois plus à ma gauche? Exactement. C'est voilà, une Zoé va émettre 50 fois plus de CO2 qu'un vélo électrique. Et voilà. Donc, ayons ça en tête. On n'a pas tout résolu avec le véhicule électrique, mais il faut, si on veut être disruptif, aller encore un cran plus loin quand c'est possible. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec Monsieur Musso. Pourriez-vous, donc en quelques mots, nous rappeler l'activité d'Adventa pour qu'on comprenne bien le périmètre associé à Adventa, s'il vous plaît? Oui. Bonjour à tous. Alors, Adventa, j'ai l'habitude de dire, si vous vous souvenez de 6 mots, vous savez ce qu'on fait. Les 3 premiers, c'est simple. Nous sommes une société d'ingénierie innovante. Donc, on aime bien les problèmes, parce qu'on aime bien les régler, avec de l'innovation. Ensuite, les 3 autres mots, c'est peut-être les plus intéressants pour aujourd'hui. On s'est spécialisé dans le stockage d'hydrogène embarqué. Alors, Adventa donc, est une société que j'ai créée fin 2015, donc on va fêter notre 16e anniversaire en novembre. Et on a travaillé très très vite sur l'hydrogène, parce que, bon, je vais passer la petite histoire, mais je suis un spécialiste des gaz, et donc notamment des gaz de plongée, puisque j'ai travaillé à la COMEX, donc des gaz un peu originaux comme le CO2 bien sûr, l'oxygène, l'hélium et l'hydrogène. Et donc le stockage d'hydrogène embarqué, pourquoi l'embarquer? Parce qu'on a encore plus de contraintes qu'un stockage d'hydrogène classique que vous trouvez dans toutes les industries. Et ça, c'était le début de l'aventure. Et simplement l'embarquer, ça nous occupe déjà bien, puisque quand je parle d'embarquer, c'est aussi bien l'embarquer dans la poche. On a réalisé des choses, des petits chargeurs USB, jusqu'à, on va parler des stockages d'hydrogène, dans le vélo. Moto, on a des projets sur des motos hydrogène, bien entendu les véhicules, les camions, les bus, les bateaux, et maintenant les drones, bien sûr, il ne faut pas les oublier, et maintenant on travaille aussi sur les futurs avions hydrogène. Donc voilà. Donc le spectre est large pour le coup, et alors on ne pourra pas évoquer tous les sujets. Je propose qu'on se focalise sur le vélo électrique. Donc pourriez-vous en particulier nous expliquer cette solution, et notamment le partenariat avec la société Pragma? Oui, alors pour le vélo, j'en ai emporté un que vous trouverez ici à l'entrée, que vous pouvez essayer, mais peut-être pas tout le monde, sinon je vais y passer la nuit. Ceci étant, on est basé à côté, donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer. On sera ravis de vous faire une démonstration. Donc le vélo, c'est bien parce que, d'abord, vous l'avez tous vu en 2020, c'est un moyen de locomotion qui est maintenant complètement démocratisé. Et on s'est dit, en travaillant avec une start-up Pragma, donc, qui est à Biarritz, qui avait le projet de développer un vélo hydrogène, de travailler ensemble, de concert, pour leur fournir le stockage. Donc, quel est l'avantage? Quel est l'avantage d'avoir un vélo hydrogène? Je rappelle qu'à la base, c'est un vélo électrique, donc il y a toujours un moteur électrique, il y a toujours une petite batterie. On vient simplement lui adjoindre une petite pile à combustible, et donc son stockage d'hydrogène qui va alimenter la pile à combustible. Quel est l'avantage de faire ça? C'est que
Le stockage d'hydrogène a une densité massique plus importante que la batterie, donc ça veut dire que ça pèse moins lourd, et donc on va augmenter l'autonomie. Le vélo que vous verrez à l'entrée a une autonomie d'environ 100 km, ce qui est plutôt pas mal. Et un des deuxièmes avantages assez intéressants, c'est que pour le recharger, vous avez besoin de même pas une minute. Alors que si vous voulez recharger votre vélo, vous pouvez mettre en charge la nuit ou chez vous. Mais pour tout ce qui est livraison, pour faire des rotations, c'est très intéressant. Le temps de recharge est un avantage assez énorme. Et puis ensuite, de façon annexe, l'hydrogène et la pile à combustible résistent mieux aux conditions extrêmes, notamment les basses températures en hiver, etc. Enfin, ça vieillit beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on aura l'occasion de le voir en vrai juste après. Et donc là, toujours dans la mobilité douce, on va passer donc à un autre type de véhicule assez révolutionnaire. Donc, je vais vous laisser, Monsieur Rambaud, nous expliquer ce que c'est que la solution que vous proposez. Alors, Swingcar, c'est un petit quadricycle électrique qui a une particularité, c'est qu'il a une cinématique qui est très spéciale, qui est complètement articulée et qui est pendulaire, ce qui lui permet d'être très tout-terrain. Et le fait que les roues aient une très grande mobilité et suivent le sol, quelle que soit la complexité du terrain et les accidents du terrain, est très favorable évidemment à des moteurs roues, donc à des moteurs électriques. Il serait même difficile d'imaginer le même concept de véhicule avec des moteurs thermiques. Donc la question s'est jamais posée en fait. La motorisation électrique était liée à la cinématique et aux performances tout-terrain du véhicule. Alors aujourd'hui, curieusement, c'est une petite machine qui peut, à l'avenir, prendre progressivement la place du quad. Curieusement, pour des raisons qui m'échappent en partie, les grands constructeurs de quad ne se sont pas mis à l'électrique ou s'y mettent très tardivement. Il y a des accords entre, par exemple, Polaris et la marque de moto californienne Zero, donc on peut imaginer qu'ils sortent quelque chose prochainement, mais curieusement, jusqu'à présent, il n'y a rien. Rien en France, en tout cas, et de manière très confidentielle aux États-Unis, mais ils sont moins portés là-dessus. Et donc, il y a une place à prendre parce que le quad est progressivement quand même a tendance à être banni dans les espaces naturels. Alors, on a un véhicule électrique, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il est complètement vertueux, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de conflits d'usage, et ça ne veut pas dire qu'il est libre de circuler absolument n'importe où. De point de vue de la législation, on est encore sur la loi Lalonde, qui est très ancienne, qui date des années 90 et qui ne fait pas de distinguo, par exemple, entre les véhicules thermiques et électriques. Dès lors que c'est un véhicule motorisé, c'est un véhicule motorisé. Et ce qui fait que nos clients aujourd'hui sont des gens qui font de la location de loisirs en randonnée, mais qui doivent négocier avec les communes et fréquemment avec l'ONF aussi des parcours pour qu'ils aient le droit de circuler. Ils n'ont pas le droit de circuler n'importe où et n'importe comment. Ça, c'est un premier volet de notre activité. C'est une activité finalement de loisir, donc elle est... parce qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, parce qu'elle est de loisir, on a envie qu'elle soit encore plus vertueuse en ce sens qu'elle est moins indispensable que pourraient l'être, par exemple, les transports routiers qui sont vitaux. Mais l'autre volet de notre activité, c'est l'accessibilité à tout public, et notamment aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant pour nous, parce que, par exemple, une personne paraplégique peut conduire une machine totalement standard, qui n'est pas du tout connotée handicapée. Elle est absolument basique. Pourquoi ? Parce que les commandes sont au volant, d'une part, et que, d'autre part, il y a des fonctionnalités particulières d'accès à bord pour faciliter le transfert du fauteuil roulant vers le siège, par exemple. Et puis, quand on a affaire à des personnes qui ont une mobilité encore plus réduite, notamment des personnes tétraplégiques ou qui ont des troubles neuromoteurs. Et là, on adapte pratiquement sur mesure
à la mobilité de chaque personne des commandes, qui peuvent être des commandes par joystick, qui peuvent être des commandes par manche à balai, un peu dans l'esprit d'une commande d'avion, ou par volant articulé pivotant, qui permet à des personnes qui n'ont pas de préhension des doigts d'actionner les commandes d'accélérateur, de freinage, de volant. Voilà un petit peu l'activité de ce véhicule. Et de mémoire, ce système particulièrement innovant a aussi la particularité de pouvoir embarquer complètement un fauteuil roulant. Alors, ça, c'est pas encore fait, c'est un projet. D'accord. On se rend compte qu'avec les personnes à mobilité réduite, l'un des points délicats, c'est le transfert. C'est le transfert du fauteuil roulant vers le siège d'un véhicule. C'est vrai pour l'automobile aussi. Et on se dit qu'une solution, l'idée n'est pas nouvelle, serait d'embarquer le fauteuil roulant dans le châssis du Swing Car de manière à ce qu'il n'y ait plus ce transfert. Et ça, c'est très intéressant du point de vue. Alors là, on quitte en partie le domaine du loisir pour entrer dans l'utilitaire. Imaginez quelqu'un sort de chez lui avec son fauteuil roulant, rentre dans la structure du véhicule Swing Car, prend les commandes sans quitter son siège, arrive à destination, ça peut être un lieu de travail, un commerce ou autre, retrouve la mobilité de son fauteuil électrique classique et fait la manœuvre inverse avec un minimum de temps et une autonomie beaucoup plus grande. En fait, ce que cherchent les personnes à mobilité réduite, et on les comprend très bien, sont souvent des personnes qui ont été hyperactives et peut-être trop, et qui ont été accidentées peut-être aussi en prenant trop de risques. Dans nos clients, on s'en rend compte. Ce qu'ils cherchent absolument, c'est retrouver la mobilité, l'autonomie, et surtout retrouver, ou plutôt accéder à une non-discrimination. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être perçus comme finalement des personnes à mobilité réduite. Ils veulent être perçus comme n'importe qui. Et quand ils sont, c'est ce qu'on cherche à faire, à bord de nos machines, on ne veut pas qu'il y ait de distinguo avec une personne valide. Ça, c'est très important dans le mental des personnes à mobilité réduite qui utilisent nos machines. Et une autre application dont on a parlé concernant le véhicule qui a une capacité de franchissement assez remarquable concerne une application de rendier autonome. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En termes d'autonomie énergétique, bien sûr, on a souvent la réflexion de gens qui sont très branchés sur les questions énergétiques, qui nous disent mais l'électricité c'est bien beau, mais de quelle énergie parlez-vous ? De quelle énergie primaire parlez-vous ? La réponse, elle est très simple. En Chine, c'est du charbon, en Allemagne, c'est du gaz, et en France, c'est du nucléaire. Donc, est-ce que c'est vertueux ou pas ? La question peut se poser. Si on veut que ça soit vertueux, puisque c'est le thème de la soirée, on a très envie que ce soit des énergies renouvelables. Et brancher des capteurs solaires sur ces machines, c'est très facile. On l'a expérimenté. On a même un client qui a traversé un désert australien en autonomie complète de cette manière. Alors, il ne faut pas croire qu'on met un quart de mètre carré sur le toit et qu'on traverse un désert. Non. Pour avoir un temps de recharge raisonnable, il faut quand même déployer sur une machine comme ça qui embarque 5 kWh de capacité de batterie, il faut déployer à peu près 7 mètres carrés de capteurs solaires, ce qui permet d'avoir une autonomie d'environ 3 heures. Et puis l'autre piste énergétique, et Adventa ne contredira pas, qui nous intéresse, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, on y voit énormément de vertus, notamment par la possibilité de faire de l'hydrogène vert avec des énergies renouvelables dans les périodes où il y a des faibles consommations. C'est une façon finalement de lisser la relation besoin et production. Et on rencontre d'ailleurs, mais c'est quelque chose que techniquement on souhaite pouvoir résoudre, un problème un petit peu particulier lié au tout-terrain, caractère tout-terrain, à l'inverse d'un véhicule urbain qui va avoir des sollicitations moteurs relativement modérées par rapport à un appel de puissance à vitesse stabilisée. Certes, il y a des démarrages au feu rouge, mais c'est l'inertie de la voiture seulement qu'il faut vaincre. En tout terrain, on peut avoir des appels de puissance extrêmement importants sur des démarrages en côte extrêmement raides. Et là, on peut avoir des puissances appelées qui représentent 3 fois la puissance nominale. Et là, c'est là qu'on
peut trouver un petit problème technique, mais qu'on pense pouvoir résoudre, c'est que si on fait ça, il faut quand même être capable d'avoir une batterie tampon suffisamment costaud pour passer pendant quelques secondes cette difficulté. Et, voilà. Et on pourrait même coupler avec une super capacité. Ça, on fait ça très bien au CEA, donc on pourra en discuter si besoin, s'il y a besoin de passer des pics de puissance. Merci beaucoup pour cet échange. Et également, vous souhaitiez nous proposer une citation pour conclure cette table ronde mobilité partagée. Une citation. Oui, non, mais c'est intéressant. C'est plus général que le thème de la soirée. Le thème de la soirée, c'est est-ce que finalement la mobilité du futur est vertueuse ou pas? Est-ce qu'elle peut l'être? Est-ce qu'elle peut ne pas l'être, etc. Ça fait partie d'un ensemble plus général de préoccupations environnementales. D'ailleurs, dans notre cas particulier, je le disais tout à l'heure, le fait que ça soit à vocation essentiellement de loisir, ça nous rend d'autant plus humbles parce qu'il n'y a pas d'obligation. Alors certes, une personne à mobilité réduite, on a des exemples chez nous, qui va par exemple retrouver de la mobilité et emmener son gamin à l'école avec un swing car au travers de la garrigue, ça a du sens, y compris utilitaire. Bon. Mais au-delà de ça, si on va plus loin, ce qui me frappe plus globalement, c'est l'inertie qu'il y a dans la prise en compte des problèmes environnementaux. J'ai souvenir, c'est pas récent, quand j'étais en terminale, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu l'occasion de lire ce bouquin ou d'en entendre parler. Il y a un ancien ministre français de la 4e République, donc c'est très ancien, qui en 70 a écrit un bouquin qui s'appelait « L'homme ou la nature ». Et le « ou » était un petit peu exclusif d'ailleurs. Ce bouquin était préfacé par Jean Rostand. Jean Rostand, qui était un biologiste réputé, qui était le fils d'Edmond Rostand, bien sûr. Et je vous cite une phrase de son introduction à ce bouquin, L'homme et la nature, qui finalement décrivait tous les problèmes environnementaux qu'on connaît et dont on débat aujourd'hui. Ça fait tout juste un demi-siècle. Donc on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant un demi-siècle? La phrase, c'est la suivante. Je vous passe la première partie pour dire que la seconde. L'homme est en passe de devenir, pour la géante nature, un adversaire qui n'est rien moins que négligeable, soit qu'il menace d'en épuiser les ressources, soit qu'il introduise en elle des causes de détérioration et de déséquilibre. 1970. Eh bien, c'est tout à fait d'actualité. Donc merci à vous pour cette initiative et cette citation qui est parfaitement dans le thème. Merci à vous. Merci à tous les deux.